Bienvenue dans le cœur d'Hippocrate, la chaîne qui cherche à réconcilier la matière, le cœur et l'esprit, la science, la médecine et la philosophie. Aujourd'hui, nous allons parler d'écoute, de véritable écoute, celle qui provoque la rencontre authentique, l'écoute qui génère le dialogue, le véritable dialogue, celui qui permet un échange constructif à la recherche d'une vérité commune. Développer sa capacité à écouter est un des principes fondamentaux à maîtriser pour établir une relation de qualité avec les personnes que nous rencontrons, les patients que nous accompagnons, et tisser cette fameuse alliance thérapeutique, alliance patient-soignant, qui permet un cheminement dans la confiance et la justesse. Et pour introduire le sujet, je voudrais m'appuyer sur Socrate, un des premiers philosophes grecs contemporains d'Hippocrate. Hippocrate était médecin et tirait certainement sa philosophie de Socrate. Un des objectifs de Socrate était d'aider à faire grandir son interlocuteur dans la connaissance de soi. Pour Socrate, l'homme détient la vérité en son fort intérieur, mais il a besoin d'être mis en mouvement, guidé, coaché par son interlocuteur pour prendre le recul nécessaire, la position méta, le recul critique qui permettra de bien concevoir cette vérité, de la mettre en pensée et en mots. Socrate s'est employé à mettre en application dans sa vie et dans celle de ses contemporains la célèbre phrase écrite sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. Connais-toi toi-même. L'homme détient en lui la vérité. S'il travaille à se connaître lui-même, il pourra alors approcher la vérité. Par le jeu de la dialectique et de la contradiction, deux personnes qui dialoguent peuvent se questionner mutuellement, se remettre en question, faire évoluer leurs idées. C'est ce que l'on appelle le dialogue socratique. Cette forme de dialogue fait partie intégrante de l'art de la maïeutique, l'art de faire accoucher les esprits, dont Socrate était le maître. Le maïeuticien, que l'on dénomme aujourd'hui sage-femme, aide à l'accouchement des nourrissons par voie basse. Socrate, lui, aidait à l'accouchement des esprits par le haut. Le dialogue socratique offre un espace permettant le recul critique sur ses idées, ses opinions, et finalement sur soi-même. Cette technique est au fondement même de la démarche d'écoute en psychologie et psychanalyse. Le thérapeute laisse la personne exprimer ses idées par association libre, sans porter de jugement sur ce qui est énoncé, sans proposer de conseils ni de solutions. Il se contente simplement d'écouter, d'orienter, de faire résonance, de reformuler. Le patient est alors amené à creuser la réflexion par lui-même, approfondir son idée, étayer son discernement, et in fine à choisir par lui-même le positionnement qu'il souhaite véritablement prendre sur le sujet. La personne ne se laisse ainsi dicter par l'autre ni sa conduite, ni ses opinions. C'est une posture que je m'essaye d'employer avec les personnes que j'accompagne en soins palliatifs, et notamment à la toute fin de leur vie, lorsque tout se ralentit. En tant que médecin, je pourrais arriver dans une posture de sachant, sur mon rythme propre, et prendre la parole en questionnant le patient sur la base d'un interrogatoire policier. Non, à chaque fois, l'idée est d'arriver chez la personne en posture basse, sans projet prédéfini pour la personne, sans questionnement préétabli, et de me mettre à son rythme, au rythme de sa réflexion, de son questionnement intérieur, sur sa pathologie, sur le sens de ce qu'il vit, sur ce qui constitue pour lui une gêne, un symptôme d'inconfort, et non sur ce que je perçois moi en tant que médecin, d'un regard extérieur. Et d'ailleurs, je suis souvent surpris du décalage de point de vue. Par exemple, je constate parfois un essoufflement que j'aimerais prendre en charge, car ça m'angoisse, mais qui finalement ne pose aucun problème pour le patient, de son point de vue. Pour éviter de me tromper et ne pas risquer de partir sur un projet de soins en inadéquation avec ce que veut réellement le patient, je m'efforce de n'utiliser que des questions ouvertes, commençant par comment ou pourquoi. Comment allez-vous? Pourquoi dites-vous cela? Qu'est-ce qui constitue aujourd'hui une gêne, un symptôme d'inconfort selon vous, etc. À la différence des questions fermées, commençant par est-ce que, qui ne propose au patient qu'un choix de réponse binaire, qu'une réponse par oui ou par non. La question ouverte donne la parole, elle libère l'expression et ouvre la voie pour le patient,
qui pourra ainsi nous mener là où bon lui semble et sur ce qui est essentiel pour lui, de son point de vue. Aujourd'hui, il est tellement difficile de trouver une personne possédant une véritable qualité d'écoute. Mais quand nous en avons une, quand nous en croisons une, qu'est-ce que ça fait du bien? Quelle respiration! Vous savez, ces personnes que vous croisez au boulot ou au marché, qui sont tout simplement là, pleinement disponibles, dans l'être, bien avec eux-mêmes, et qui ne vous sautent pas à la gorge pour vous raconter leur dernière soirée ou la dernière info à la une. Mais l'écoute suppose avant toute chose la maîtrise du silence. Savoir écouter, c'est bien sûr savoir se taire, faire silence. Et j'ai bien conscience que c'est une posture mentale complexe à mettre en place dans nos vies et à faire accepter par notre monde où le bruit semble être devenu la norme, où la musique cadence chaque seconde de notre temps qui s'écoule, où les gens piaillent et s'esclaffent sans vraiment s'écouter. Le grand silence semble avoir été relégué dans les monastères et les lieux de culte. Et déjà du temps du philosophe Pascal, la problématique était similaire, ce qui le conduisit à écrire, je cite, tout le malheur des hommes vient du fait que nous ne savons pas demeurer au repos et en silence dans une chambre. Fin de citation. Pour écouter, il faut donc être bien avec le silence. Mais il faut également se connaître soi-même, comme nous l'a enseigné Socrate, et être bien avec soi-même. En effet, la connaissance de son propre besoin de se dire, de se raconter pour exister, est cruciale, car elle permet de savoir quand il nous est possible de nous mettre dans la posture d'écoutant, d'amphore vide qui va se remplir des dires de l'autre, de récepteur qui va recevoir les émissions vibratoires d'autrui, de caisse de résonance qui permettra de faire écho à ce qui vient d'être exprimé, et en maniant l'art de la reformulation, pour que celui qui vient de se dire puisse avoir la certitude qu'on l'a bien écouté, bien compris. D'autre part, pour écouter, il faut connaître les lois qui régissent et permettent un dialogue de qualité. En premier lieu, il semble nécessaire que les différents interlocuteurs qui vont participer au dialogue soient informés, éveillés, conscients des deux postures que nous pouvons adopter lorsque nous tentons de communiquer, parler ou écouter. Il faut savoir que chaque être humain oscille entre ce besoin d'écouter et de parler. Mais notre monde contemporain semble nous faire croire qu'il nous faut à tout prix parler pour exister. La parole est d'ailleurs l'un des principaux critères d'hominisation, comme le rappelle Harari dans son dernier livre Sapiens. Nous avons donc tendance à vouloir utiliser cette langue, ce palais et cet abaissement du larynx qui a permis le développement de nos cordes vocales, pour nous sentir pleinement appartenir à l'espèce humaine et exister en tant qu'homme sapiens sapiens. Mais tout cela doit-il se faire au détriment de l'écoute? On peut penser qu'un homme qui parle a beaucoup plus de chances de se faire entendre et de se faire valoir qu'un homme qui écoute. Celui qui détient la parole a la capacité de délivrer le message qu'il souhaite, dans une posture naturellement active, bouche ouverte, corde vocale vibrante, parfois gestuelle à l'appui. Il est présent, il s'impose et dispose. Or, lorsque nous prenons le temps de la réflexion, il apparaît que celui qui parle n'est rien sans celui qui écoute, sinon qu'un homme de folie qui dialogue avec lui-même. Sans l'écoutant, donc, le parlant ne peut endosser sa posture de parlant, alors que sans la personne qui parle, celui qui écoute reste lui-même dans sa posture d'écoutant, à l'écoute de sa vie, de la nature et du monde. La présence de celui qui écoute est donc une condition nécessaire pour que celui qui parle se révèle et existe. L'écoutant préexiste au parlant. Il a donc un positionnement premier, originel par rapport au parlant, et se place donc dans un rapport d'intérêt supérieur. Le monde devrait donc accorder beaucoup plus d'importance à l'écoute, et devrait promouvoir cette capacité à l'écoute active, faire l'éloge de cette posture humble et sage à l'origine même de la possibilité de dialogue. D'autre part, et une fois le cadre fixé, l'objectif doit être clairement défini, la recherche de la vérité. C'est ce que nous avons vu juste avant avec la dialectique de Socrate, reprise par Platon. Le dialogue exprime étymologiquement le logos qui se divise en deux. Dialogue, dialogos, la parole qui se divise en deux et se partage dans un souci de recherche de sens. C'est bien là d'eux que l'on peut accéder à la vérité. La finalité de tout dialogue doit être la vérité.
L'idée maîtresse est de ne pas chercher à faire valoir son propre point de vue, ses propres opinions sur la chose, mais bien de tout remettre en question et de tout jeter dans la spirale du partage des connaissances et du dialogue, qui nous permettra de nous élever mutuellement vers une vérité plus haute et plus solide que nos propres certitudes initiales. Pour finir, je voudrais vous faire part de 3 astuces pour établir un véritable temps de dialogue constructif. Premièrement, pour éviter le fameux dialogue de sourds, où chacun se coupe la parole, avant même que l'autre ait terminé. Fixez-vous la règle toute simple d'écouter l'autre jusqu'au bout de son argumentation. Et laissez-vous un temps de respiration de 3 bonnes secondes avant de prendre la parole à votre tour. Vous pouvez même demander explicitement à votre interlocuteur s'il a terminé de développer sa pensée, en lui posant la question « As-tu terminé ?» tout simplement. Deuxièmement, lorsqu'on analyse d'une oreille extérieure la plupart des discussions de notre entourage, nous nous apercevons qu'au lieu de chercher à co-construire une réflexion commune, chacun y va de son idée, de ce qu'il pense, de telle ou telle situation, sans vraiment écouter l'autre dans ce qu'il apporte au débat. Lorsque l'autre parle, nous n'écoutons pas avec attention son développement, car bien souvent, nous sommes déjà dans la préparation de notre propre argumentaire. Et dès que nous percevons un temps mort, ou parfois même simplement lorsque nous percevons une diminution de tonalité dans la voix de l'autre, nous lui jaillissons à la gorge et lui vomissons ce que nous pensons sans rebondir sur ce qui vient d'être exposé. Un véritable dialogue suppose d'écouter au préalable ce que l'autre avance et de construire sa réponse sur la base de ce qui vient d'être dit. Une méthode peut aider dans l'installation de cette posture, la technique de la reformulation. Il s'agit tout simplement de chercher à reformuler avec ses mots ce qui a été avancé par son interlocuteur. Par exemple, amorcez vos propos par les termes « si je comprends bien, tu penses que ». Eh bien, pour compléter ce que tu viens d'énoncer, j'ajouterai ceci, ou bien je souhaiterais aborder le sujet sous un autre angle d'attaque pour peut-être compléter ce que tu viens de dire. Et troisièmement, lorsque vous écoutez quelqu'un, montrez-lui que vous l'écoutez véritablement. C'est ce que l'on appelle une écoute active, à mettre en différence avec l'écoute passive. Pour cela, jouez sur la palette des signes que vous propose la communication non verbale. Soutenez son regard, acquiescez par des hochements de tête, des sourires. Soyez étonné lorsqu'il relate un fait original. Souriez ou riez lorsque vous sentez qu'il cherche à détendre l'atmosphère. Grimacez s'il vous raconte une horreur ou une aberration. Bref, lâchez-vous sur la palette d'expressions que vous permettent les muscles et tendons de votre visage et de tout votre corps. Tous ces mouvements seront autant de signes qui permettront à l'autre d'obtenir la confirmation qu'il a bien été écouté et le stimulera à se dire dans son entièreté. Le débat ou la conversation n'en sera que plus riche et intéressant. Voilà ce que je peux vous partager sur l'écoute. Nous avons vu que l'écoute est un art au service de la vérité, que cet art n'est pas inné en soi et que la société actuelle nous pousse à toujours plus de paroles, que de se mettre en posture d'écoute suppose donc de faire un petit pas de côté, de prendre le contre-pied de la société dans laquelle nous évoluons. Écouter, c'est accepter le silence, mais également être bien avec soi-même, de se connaître soi-même. Qu'écouter pleinement demande une disponibilité et une prise de conscience qui se pose parfois un peu d'entraînement. Prendre du recul, poser des questions ouvertes, ne pas chercher à convaincre ni à imposer son idée, ses opinions. Utiliser les gestes de la communication non verbale pour proposer une écoute active et bienveillante, pour que l'autre puisse se dire, se révéler, se soigner à travers notre présence et notre qualité d'écoute. Et souvenez-vous, Hippocrate aimait Socrate, la médecine aimait la philosophie. À la suite de Socrate, soyons des accoucheurs d'esprit, que les personnes que nous accompagnons puissent se révéler par la qualité de notre présence et de notre écoute. Je vous laisse sur ma leitmotiv. Merci pour tout ce que vous faites.
mais surtout pour tout ce que vous êtes.